Le petit déjeuner politique. Il est 7h46, c'est le petit déjeuner politique d'Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. À distance évidemment, un confinement oblige. Alors la France a franchi la barre des 3000 morts, 428 pour la journée d'hier, soit le même nombre que la Chine. À propos de chiffres officiels, on commence à douter de la réalité du nombre de victimes en Chine. Probable selon vous, Aurore Berger, que la Chine ait menti ? Disons que ça n'est pas improbable et qu'en effet, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont pu confronter les chiffres et qu'on est très étonné en effet de la faiblesse du nombre de décès qui est affiché par la Chine. Donc je pense que la comparaison honnêtement avec la Chine, elle a plus vraiment de sens parce que vraisemblablement il y a trop de doutes. Il faut quand même pas oublier qu'au tout début de cette épidémie en Chine fin décembre, les autorités chinoises avaient fait arrêter les médecins qui alertaient sur cette épidémie. C'est quand même comme cela que ça a commencé, c'est-à-dire par la volonté manifeste des autorités chinoises de cacher à leur propre population l'épidémie. C'est là où on voit quand même toute la différence entre des pays démocratiques comme les nôtres où justement il y a une transparence qui existe totale, où les médecins peuvent s'exprimer. Attendez, Aurore Berger, transparence en fait totale, ce drame du coronavirus n'est non plus marqué est marqué quand même d'une façon générale aussi par un manque de transparence. La France n'y a pas échappé. Au plus haut niveau, attendez, Aurore Berger, au plus haut niveau, on a aussi indiqué en France qu'on ne serait pas touché. Les chiffres sur les masques n'ont pas forcément été très bons. La possibilité tenue des municipales, ce sont des cafouillages, tout ça aussi. Alors, c'est pas forcément. Attendez. Oui, On va être très clair. Oui. Là, vous considérez qu'il y a eu des cafouillages. Moi, je vous parle de transparence sur à la fois les chiffres et la réalité. Je vous compare la situation avec la Chine. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment, des médecins aient été emprisonnés parce qu'ils disaient la vérité et qu'ils alertaient les autorités et qu'ils alertaient la population. Il me semble que dans notre pays, non seulement vous avez une transparence qui existe sur les chiffres qui existent avec l'INSEE et qui existent avec les médecins, que vous avez une presse qui est libre, c'est bien la preuve ce matin avec les questions que vous posez. Donc on est dans une situation qui est complètement différente et heureusement de celle de la Chine. Après, toutes les questions, elles existent. On pose des questions. Sur l'organisation logistique de notre pays, sur la solidité de l'organisation des soins. Ce que je vois, et je pense qu'on peut tous le constater, c'est qu'on a une communauté médicale qui est extraordinairement mobilisée dans notre pays, que ce soit sur les hôpitaux publics, privés, les cliniques, la médecine de ville, les infirmiers libéraux et qui peuvent se déployer à domicile. Donc ça, c'est extraordinaire. Et après, on peut évidemment poser toutes les questions sur l'organisation logistique. Oui, c'est ça. Alors parce qu'il y en a certains qui même si pour l'instant l'heure est à une forme d'union nationale, certains disent quand même dans l'opposition, et alors il y a Marine Le Pen, que le gouvernement a menti absolument sur tout. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, Marine Le Pen et l'extrême droite en général sur toutes les crises sanitaires cherchent en permanence à accréditer les théories complotistes, en permanence. Et elle sait que malheureusement, il y a un public sur ces sujets-là. Quand on voit dans un sondage de la Fondation Jean Jaurès, sorti cette semaine, qu'un Français sur 4 aujourd'hui considère que le virus a été inventé en laboratoire, alors que l'OMS, alors que tous les scientifiques sait démontrer d'où il est parti, en Chine, sur les marchés alimentaires, d'animaux sauvages, etc. On voit bien qu'elle cherche à accréditer ces théories complotistes. C'est-à-dire, elle cherche à dire, on vous a menti, c'est un complot, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, ou c'est ici tel gouvernement, ou ce sont ici tels intérêts économiques. Et ça, c'est extrêmement grave, justement, dans une démocratie, quand vous avez des grands partis politiques, même si c'est absolument pas étonnant de la part de l'extrême droite, qui cherchent à attiser cela. Oui. Bon, en même temps, on peut poser en fait les questions et douter quand, par exemple, on nous disait, nous en France, qu'on ne serait pas touché. Je le rappelle, c'était des grands scientifiques qui le disaient il y a 1 mois et demi, et même la ministre de la Santé, quand même, Aurore Berger. Ça, vous pouvez pas le nier. Ce dont on n'a pas le droit de douter, c'est d'essayer d'inoculer le virus du complotisme dans notre pays. C'est d'essayer de dire, attention, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui ont inventé ce virus et qui ont rendu malade volontairement, intentionnellement,
vraiment des millions de personnes à travers le monde. Ça, c'est extrêmement dangereux. Après, en effet, sur l'anticipation ou non de cette pandémie mondiale, ce qui est en effet très étonnant, je vois par exemple Monsieur Prudhomme, qui est en ce moment très très invité sur les plateaux de télévision. Oui, qui est un urgentiste. Oui, on oublie souvent de dire d'ailleurs qu'il est surtout porte-parole de la CGT, parce que c'est bien aussi de savoir d'où les gens parlent. Moi, quand vous m'invitez, je suis porte-parole de La République En Marche, je vous le dis. Donc on sait d'où je parle. Quand vous êtes porte-parole de la CGT, il faut aussi dire les choses. Et bien, quand vous reprenez ces déclarations, début mars, ça, il y a 3 mois, il y a 15 jours, où il disait « Attention, le gouvernement en fait trop, le gouvernement alerte trop, le gouvernement est en train d'inquiéter les Français, peut-être que les inquiétudes vont être pires que le mal de cette épidémie. » Et qu'aujourd'hui, le même, 15 jours plus tard, dit « Ben alors, le gouvernement n'en fait pas assez. » Franchement, il faut être un peu sérieux aussi dans les personnes qui sont interviewées et dans les critiques qui sont portées. Donc on peut pas, il y a 15 jours, dire on en fait trop, pour dire aujourd'hui on n'en fait pas assez. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une organisation logistique, ça posera forcément des questions à nous-mêmes en tant que consommateurs aussi, sur ce qu'on veut, c'est-à-dire est-ce qu'on veut relocaliser certaines productions en France, ou est-ce qu'on veut en permanence tirer les prix vers le bas et continuer à importer un certain nombre de produits essentiels. Vous faisiez un sujet juste avant sur les questions agricoles, notamment avec un visiteur. Eh bien, on voit aujourd'hui que, par exemple, nos grands hypermarchés ont fait le choix de faire du consommé français, c'est-à-dire qu'ils font d'abord appel aux producteurs locaux. Mais il a quand même fallu qu'on attende un confinement total pour qu'on se dise, plutôt que d'importer des fruits et des légumes, on va acheter à nos producteurs français. C'est quand même un peu dommage d'avoir attendu ça pour que ce soit possible. Oui, Aurore Berger, ça fait 2 semaines aujourd'hui qu'il y a le confinement. Est-ce qu'il faut s'attendre évidemment à ce que ce confinement soit rallongé au-delà de la période de 15 jours annoncée la semaine dernière ? Alors ça, c'est pas moi qui pourrais le dire parce que c'est le conseil scientifique qui va le dire, mais vraisemblablement, d'après ce qui peut se passer dans d'autres pays et d'après ce qu'un certain nombre de scientifiques a déjà dit, oui, il faudra s'attendre en effet à ce qu'il y ait un confinement plus long, qu'il faut encore une fois absolument respecter. On ne le dira jamais assez, mais plus on respectera le confinement et moins longtemps aussi il durera. C'est notre seule protection. Et d'ailleurs, on le voit dans certains pays asiatiques, l'exemple de Hong Kong, à partir du moment où ils ont commencé à déconfiner, malheureusement, on a vu l'épidémie repartir. Et là, à nouveau, ils reconfinent la population. Donc, c'est vraiment une urgence absolue pour nous protéger. Oui, les élèves français, est-ce qu'ils pourront retrouver les bancs de l'école dès le mois de mai ou est-ce qu'il est vraisemblable que ce soit au mois de septembre ? Encore une fois, là, c'est vraiment le conseil scientifique qui va devoir le déterminer. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on s'attende à ce que tout cela puisse prendre du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que le confinement sera levé que du jour au lendemain, nos vies habituelles pourront reprendre si simplement. Parce qu'encore une fois, il y a des raisons sanitaires qui doivent systématiquement prévaloir. Justement, parce que quand vous êtes dans un pays démocratique, ce que vous faites, c'est que vous ne faites pas prévaloir des intérêts économiques ou politiques, vous faites prévaloir tout simplement les intérêts sanitaires et la santé de vos concitoyens. Et donc, s'il faut prendre le temps, on prendra le temps. Oui, Aurore Berger, vous faites partie de la commission des affaires culturelles. Est-ce que les théâtres, est-ce que les librairies pourraient rouvrir plus tôt aussi ? Alors les théâtres, il y a de fait une promiscuité évidente, c'est comme les cinémas. Il y a eu un fonds d'urgence d'ailleurs qui a été débloqué et je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin parce que tout le monde de la culture souffre énormément de la crise parce que tout le spectacle vivant qui est arrêté, toutes les sorties aussi cinématographiques qui sont arrêtées. C'est aussi toutes les recettes publicitaires qui diminuent massivement pour les radios, pour les chaînes de télévision et ce qui pose aussi la question de leur financement. Donc je pense qu'il y aura nécessité à aller beaucoup plus loin. Après, pour les librairies Mais alors, les librairies, on en a parlé même avec les libraires eux-mêmes, même le syndicat national des libraires n'est pas forcément favorable à la réouverture, déjà parce qu'il y a des problèmes de stock, c'est-à-dire ils vont avoir du mal à avoir des nouveaux livres qui pourraient entrer en librairie, tout simplement parce que les chaînes de production sont aujourd'hui à l'arrêt, et ensuite parce que l'enjeu c'est quand même que les Français restent prioritairement chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne sortent que pour aller travailler s'ils ne peuvent pas faire du télétravail, et qu'ils ne sortent que pour faire les courses alimentaires, et de fait, pour l'instant en tout cas, ça n'est pas envisagé.
Oui, Gérald Darmanin lance un appel aux dons. Des élus de gauche affirment qu'il devrait plutôt rétablir l'ISF. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. L'idée ne c'est pas de se dire qu'il va falloir créer un impôt nouveau pour les Français. On a plutôt au contraire été élus sur le fait qu'il fallait baisser l'imposition, le niveau d'imposition des Français qui était extraordinairement haut, l'un des plus hauts au monde. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a en ce moment un élan de générosité, de solidarité des Français qui existe, qu'on le voit au travers du volontariat, du soutien aux associations, de la réserve civique, la réserve sanitaire, combien de médecins à la retraite, d'infirmiers à la retraite se sont réengagés dans les hôpitaux ou la médecine de ville. Et donc, si les Français veulent participer à cet élan de solidarité, de générosité, ils ont une possibilité, mais sur la base du volontariat, pour le faire. Oui. Question de Cécile Ménibus, Aurore Berger. Est-ce que les prises de parole de Sibeth Ndiaye ne commencent pas à embarrasser sérieusement le gouvernement ? Je crois que quand vous êtes porte-parole, surtout sur une crise sanitaire, c'est probablement le poste qui est le plus compliqué, tout simplement parce que sur une crise sanitaire, il y a des informations qui arrivent progressivement, et ça a été le cas dans tous les pays, donc moi elle m'embarrasse pas, parce que je pense qu'elle fait du mieux le fait de dire qu'elle ne sait pas mettre un masque, évident. C'était pas un petit peu ridicule ? Écoutez, on peut toujours à un moment considérer qu'il y a telle ou telle déclaration qui serait pas adaptée, mais elle est envoyée au front aussi pour répondre aux questions des Français tous les jours et plusieurs fois par jour. Et honnêtement, dans une crise sanitaire qui est complètement inédite, aucun d'entre nous n'a jamais vécu ce qui est en train d'arriver, aucun d'entre nous n'a dû affronter aussi le feu des questions sur ces sujets-là de manière quotidienne. Donc je crois qu'il faut aussi parfois avoir un peu d'indulgence par rapport aux uns et aux autres. Oui, Aurore Berger, est-ce que les critiques à l'encontre d'Agnès Buzyn et puis même de son mari Yves Lévy sont justifiées? On l'a évoqué tout à l'heure. Ce que je trouve absolument insupportable, c'est le relent antisémite qui existe sur ces critiques. Il suffit malheureusement de se balader sur les réseaux sociaux pour voir que la manière avec laquelle le couple Buzyn-Lévy est présenté, vous avez des caricatures antisémites qu'on trouvait dans les années 30 ou 40 qui ressurgissent. C'est de l'antisémitisme, selon vous? C'est de l'antisémitisme? Que certains s'interrogent, ça interpelle sur l'INSERM, la manière avec laquelle les choses ont été déployées ou non, etc. Toutes ces questions-là, elles existent, elles sont légitimes. Par contre, ce qui est insupportable, c'est que vous savez, dans la crise, il y a à la fois le meilleur d'entre nous qui ressort, donc c'est cet élan de générosité, c'est le personnel soignant qui est exceptionnel, et le pire aussi. Et le pire, c'est malheureusement les relents antisémites, et on ne peut pas les ignorer parce qu'il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour malheureusement y être confronté. Oui, merci Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur le nombre de décès dans les EHPAD qui n'est toujours pas connu. On en parlera avec le délégué général du SINERPA, le syndicat national des établissements des résidences de privés pour personnes âgées. Il est 59.